Chers amis, chers membres du réseau We4She, merci pour votre présence aujourd'hui. Je voudrais remercier particulièrement nos panélistes, notamment celles qui nous viennent de loin, de France, et qui ont fait le déplacement pour cet événement, et qui sont des intervenantes de haut vol. Chiara Corazza, qui est membre de plusieurs instances, au niveau du G7, au niveau du G20, notamment sur le genre, qui a été décoré à plusieurs reprises, chevalier de la Légion d'honneur décoré par Madame Christine Lagarde, décoré également par le président italien Sergio Mattarella, Marie-Christine Maeas, qui est patronne de l'Observatoire de la mixité en France, et également head, donc patronne également du Centre de la diversité et de l'inclusion chez Mazars. Et puis nous avons également évidemment une patronne et un patron d'entreprises marocaines dans lesquelles le genre est très important et vraiment se fait, je veux dire, toutes les meilleures pratiques se retrouvent dans ces entreprises-là. Donc Karim Bernossi, CEO d'Intelsia, qui est aussi un grand ami de We4She. Merci beaucoup Karim pour ton soutien depuis la naissance de We4She. Et puis Nawal Zine, qui est membre We4She, directrice générale de Reminex, membre active et engagée de We4She et qui a un parcours brillant. Elle vous partagera tout cela avec vous tout à l'heure. Alors pour notre événement aujourd'hui, nous avons choisi de mettre à l'honneur la charte de la diversité du genre, qui est notre outil. En fait, c'est un outil qui a été élaboré par le Africa CEO Forum, qui est en fait la première charte de ce genre en Afrique. Et l'objectif, c'est de mobiliser, de s'appuyer en fait sur l'engagement volontaire des dirigeants. Il y a eu déjà plusieurs signatures, plus de 200 signatures en Afrique et au Maroc. Et Asma Sharqi, qui est lead de la commission charte du genre, vous en dira plus tout à l'heure, puisqu'on a une présentation pour vous dans ce sens. Mais en tout cas, par rapport à cette charte, nous, ce qu'on souhaite, c'est de profiter de l'amendement de la loi sur l'ASA, qui a instauré les quotas dans les conseils d'administration, donc l'amendement de la loi 19-20, pour avoir un effet de ruissellement sur les autres strates de l'organisation. Donc la loi, en fait, a instauré les quotas uniquement sur les conseils d'administration dans les sociétés cotées. Et justement, cette charte peut aider à ce qu'il y ait cet effet de ruissellement. Juste à titre d'exemple et rapidement, brièvement, en France, en 2011, il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui a instauré justement les quotas dans les sociétés cotées. Et 10 ans plus tard, ils ont fait un bilan. Et dans ce bilan, en fait, ils se rendent compte qu'il y a bien eu... ils ont réussi au niveau des conseils d'administration, puisqu'ils sont à 46% de femmes dans les sociétés du CAC 40. Mais quand ils descendent, au niveau des COMEX et des CODIR, ils sont seulement à 23%. Et donc, il n'y a pas eu cet effet de ruissellement. Et nous, on ne voudrait pas, dans 10 ans, se dire, bon, il va falloir encore aller vers du hard, c'est-à-dire la loi, la réglementation. On aimerait bien que cet outil de soft law, qui est la charte du genre, puisse encourager et qu'il y ait une émulation des dirigeants pour aller vers plus de diversité en entreprise. Donc c'est un peu ça qu'on souhaite faire passer comme message aujourd'hui. Il y en aura bien d'autres à travers nos panélistes. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que la signature de la charte, pour nous, c'est vraiment juste une première étape pour les entreprises qui s'engagent. Parce que derrière, il faut faire le suivi des KPIs, des différents axes de la charte. Et donc, c'est vraiment juste le chemin qui commence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certaines entreprises, au-delà de cette charte du genre, on a signé des partenariats plus larges qui englobent également notre deuxième vocation. Puisque, comme vous le savez, nous avons une double vocation. La première, c'est d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes et dans le monde de l'entreprise en général. Et ça, c'est aligné avec l'initiative genre qui a été lancée par le Africa CEO Forum, qui s'appelle le Women Working for Change. Mais nous, très rapidement, on s'est posé une question existentielle. On s'est dit, mais en tant que femme dirigeante marocaine, comment on peut faire pour contribuer, à travers du give back, contribuer réellement au développement de notre pays. À ce moment-là, il y avait le nouveau modèle de développement qui venait de sortir. Et donc, on a décidé que nous, on tendrait la main aux femmes qui en ont vraiment besoin et on travaillerait sur l'empowerment, l'autonomisation de la femme marocaine. Et donc, c'est notre deuxième vocation. Et justement, il y a certaines entreprises qui ont signé avec nous
un partenariat où elles mobilisent en fait leurs collaboratrices et collaborateurs dans cette vocation qui est plus sociale et solidaire. Voilà, donc pour finir, j'aimerais remercier nos sponsors, Orange Maroc, également Mazar, pour leur soutien. J'aimerais également évidemment remercier toutes les femmes du bureau qui se sont mobilisées pour cet événement, et à leur tête le binôme Asma Sharqi et Ouns Msfer. J'aimerais qu'on les applaudisse bien fort. Asma et Ouns et toutes les équipes qu'elles ont mobilisées, hein. Ouns avec Leïla, avec également Mustafa, que je remercie, Mustafa Mourahib, qui est là et qui nous reçoit tout le temps dans ses bureaux pour nos réunions We4She. Donc merci vraiment, et j'aimerais nommer chaque membre du bureau, voilà, parce qu'elle s'engage au-delà de cet événement d'aujourd'hui. C'est un travail de quotidien, d'engagement. Donc Samira Khmlichi, Radia Shmanti, Samar Gharbaoui, Dina El-Hello, Selma Bennani, Soumia Benjeloun, qui est également notre trésorière. Dites-moi si... est-ce que j'ai... Ça va, j'ai oublié personne. Super. Et merci également à la commission charte du genre, parce que je sais qu'il y a eu un travail remarquable qui a été fait avec le survey. Et voilà, et je vous souhaite une très belle soirée et un très bel événement. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis aussi très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de faire une première restitution de la charte du genre. Comme a dit Lamia, c'était un des leviers d'action du We4She. Cette charte, première charte continentale, a vu le jour en 2019 au niveau de l'Africa CEO Forum à Kigali. Et au niveau du We4She, nous l'avons adopté depuis la Constitution en 2022, et nous en avons fait notre levier d'action. Et d'ailleurs, la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique autour de l'utilisation de la charte du genre comme un accélérateur de changement. Le choix même de la thématique n'est pas anodin, parce qu'on voudrait, à travers cette conférence et cet échange d'aujourd'hui, faire un appel à l'action, parce que nous ne voulons pas attendre 132 ans pour avoir une égalité entre les hommes et les femmes. 132 ans, comme vous le savez, c'est le chiffre qui a été publié par les derniers rapports de 2022 pour atteindre l'égalité, et pour lequel le Maroc est situé en 136 positions sur 146 pays. Nous ne voulons pas que, malgré les différentes évolutions législatives, les réformes que Lamia citait tout à l'heure, nous avons encore des progrès à réaliser en matière de représentativité des femmes au niveau des entreprises marocaines de manière assez particulière. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons la charte du genre comme notre levier d'action. C'est une charte simple, et c'est un outil d'adhésion volontariste de la part des entrepreneurs et de la part des entreprises marocaines, qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Une égalité au niveau du recrutement, une mixité au niveau du recrutement, une égalité salariale, une représentativité au niveau des conseils d'administration et une représentativité au niveau des commerces et des organes de direction. Aujourd'hui, nous sommes aussi ravis de dire que nous avons au niveau marocain 80 entreprises signataires qui ont adhéré à la charte du genre. Sur 220 entreprises, certaines sont là parce que pour des prérogatives de disclosure, certaines entreprises n'ont pas voulu communiquer leur logo, donc on ne les a pas mises. Mais c'est des entreprises qui représentent les différents secteurs d'activité, plusieurs tailles. Nous en avons des PME, des start-up, des sociétés d'assurance, des établissements banquiers, mais aussi des établissements publics. La signature de la charte en elle-même, quelque chose d'assez important. Nous voulons mobiliser le maximum d'entreprises, mais la finalité n'est pas la signature, c'est beaucoup plus le développement ou la réalisation des objectifs et des KPI de la charte. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'adhésion,
les signataires s'engagent à communiquer et à interagir avec le We4She pour justement pouvoir faire un assessment et évaluer l'aboutissement des différentes KPI d'égalité et de mixité. Et d'ailleurs, au niveau du We4She, nous avons fait un premier survey, et je tiens au nom de la commission charte du genre à remercier l'ensemble des répondants, parce que nous avons eu dans un laps de temps assez court plus de 50% de taux de réponse. Donc nous voulons remercier toutes les entreprises qui ont répondu et qui ont communiqué leurs données par rapport à la mixité. Donc en termes de typologie d'organisation, donc on a pratiquement 50% d'entreprises qui ont moins de 100 personnes et la moitié, 48% d'entreprises qui ont plus de 100 personnes. Les différents secteurs d'activité économique sont représentés, la finance, les services, l'outsourcing, les établissements publics, l'industrie, l'énergie et aussi les institutions financières sont fortement représentées au niveau du survey. Sur les KPIs, ce qui ressort, c'est que 41% des entreprises, ou plutôt plus de 50% des entreprises 50% des entreprises interrogées n'ont pas encore atteint la parité. Donc uniquement 41% des entreprises affichent une parité au niveau de leurs organisations. Sur le deuxième critère qui est la représentativité des femmes dans le middle management, uniquement 31% des entreprises ont atteint une mixité au niveau des postes de middle management, ce qui veut dire que 69% des entreprises qui ont répondu n'ont pas encore la représentativité dans les middle management. Et par ricochet, même au niveau des conseils d'administration et du top management, uniquement 32% des entreprises ont atteint la parité dans le top management au niveau des... Enfin, ça inclut les conseils d'administration, mais aussi les COMEX. Ça veut dire que aussi 68% des entreprises de l'échantillon n'ont pas encore atteint la parité dans le management. En termes de représentativité dans les comités exécutifs, alors 60% des entreprises n'ont pas encore atteint la parité, ce qui peut s'expliquer aussi par la faible représentativité des femmes de manière générale au niveau du vivier de talents. Et la représentativité des femmes dans les conseils d'administration, il n'y a que 9% des entreprises qui ont la parité au niveau des conseils d'administration. 91% des entreprises n'ont pas encore la parité. Une petite conclusion peut-être dans le survey, mais bien que je tiens aussi à préciser que c'est un état des lieux, parce que l'idée en fait c'est de pouvoir monitorer l'évolution de ces KPI, mais on a quand même soulevé une certaine corrélation entre les entreprises qui présentent une parité au niveau de leur structure avec la représentativité dans le top management. Donc si on a 32% des entreprises qui ont atteint la parité. Dans ces 32%, et on en a pratiquement 70% qui ont une représentativité au niveau des conseils d'administration, ce qui est assez intéressant. Un dernier indicateur qui est aussi dans la charte, qui est l'écart de salaire. Malheureusement, nous n'avons pas pu franchement en faire un assessment assez constructif, dans le sens où 17% des entreprises font référence à une grille de salaire, 31% signalent l'existence d'un écart, et 52% mentionnent qu'il n'y a pas d'écart ou que ce n'est pas applicable. Et je pense que dans les prochaines années, nous évoluerons vers l'introduction d'un index d'égalité salariale pour pouvoir faire un assessment de manière assez constructive de ces échanges. Voilà, donc je tiens aussi à remercier en votre nom les membres de la commission charte du genre, et ma collègue Sousan Taye, et en particulier Rim Belhaj, qui nous a beaucoup assisté dans la réalisation de ce survey. Merci beaucoup Asma pour ces chiffres qui sont extrêmement intéressants, puisqu'ils montrent, donc si on regarde l'échantillon,
Donc plus de la moitié des entreprises de l'échantillon n'ont pas atteint la parité dans le recrutement, mais plus des 2/3 ne l'ont pas atteint dans le top management. Si on compare ces chiffres au niveau national, la situation est malheureusement pas meilleure. Au niveau national, seulement, si on regarde par exemple le titre de président-directeur général, seulement 2% des femmes au niveau national ont le titre de président-directeur général. Et le constat aujourd'hui aussi, c'est quand on regarde également le taux d'activité des femmes dans le monde du travail a beaucoup reculé ces 20 dernières années. On était à 30% en 2000 et on est à 19,8% en 2022. Donc d'où l'importance aujourd'hui d'accélérer la représentativité des femmes dans les conseils d'administration et les COMEX. Une représentation des femmes dans les instances dirigeantes est une condition sine qua non à n'importe quelle politique de mixité. On ne peut pas se permettre de reposer uniquement sur des leviers législatifs. Quand on en discutait avec Esma tout à l'heure pour préparer ce panel, selon les études du Global Gender Index, on devrait attendre 132 années pour atteindre la mixité si on devait reposer uniquement sur des politiques législatives de quotas. Donc pour nous aujourd'hui, l'idée de ce panel, c'est vraiment d'insister sur le fait que des outils de soft law et d'engagement volontariste des CEO est nécessaire en parallèle d'une évolution du cadre légal. Et donc c'est ce sujet-là qu'on souhaite aborder aujourd'hui avec des intervenants de qualité pour dégager les best practices au niveau international et des leviers d'action en ligne avec ce qui se fait de mieux à l'international. Voilà, donc sans plus tarder, on lance le panel et à toi Asma pour la première question. Très bien. Donc la première question, je vais l'adresser à Chiara. Chiara, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Désolée. Chiara, merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. Nous sommes ravis de vous avoir. Peut-être une petite introduction parce qu'il est assez difficile de résumer en quelques mots tout votre parcours et votre engagement pour l'inclusion de la femme de manière générale en France, en Europe, mais aussi à l'international et plus votre vision féminine pour l'inclusion qui recouvre un spectre plus large, social, sociétal, économique, politique, environnemental. Vous avez aussi porté la voix des femmes quand vous étiez à la tête du Women's Forum for the Economy and Society de 2017 à 2022. Mais vous avez surtout souhaité sensibiliser les chefs d'État et de gouvernement au niveau des grandes instances internationales telles que le G7 et le G20 sur la nécessité d'intégrer une dimension genre au niveau des politiques publiques, à tous les secteurs et à tous les niveaux. Donc pour amorcer le sujet, j'aimerais d'abord avoir votre insight, votre vision internationale, mais aussi votre retour d'expérience sur l'aspect leadership féminin, et plus précisément sur les évolutions législatives au niveau du G7 que vous connaissez très bien. Donc en consultant par exemple le dernier rapport du Gender Equality Advisory Council, on a une première publication des taux de participation des femmes dans les instances dirigeantes et dans les conseils d'administration. Certains pays se démarquent. La France, on peut dire, le taux de présence des femmes dans le conseil d'administration est pratiquement de 43%. L'Italie... 46. 2021, oui, 46. L'Italie, 38,8%. Les US, 29,7%. Le Royaume-Uni, 37,8%. Pensez-vous que les politiques de quotas soient la meilleure solution pour l'aboutissement de cette représentativité, ou que peut-être c'est une combinaison de soft law à l'image de la charte que nous souhaitons aussi prôner au niveau du We4She? Et comment se fait-il qu'un cas comme la France, qui a introduit les quotas, n'a pas eu l'effet de ruissellement justement dans les comités exécutifs et dans les postes de management, alors que en soft law, si on prend par exemple le UK case, donc le Lord Davis, le rapport de Lord Davis,
On n'a pas été obligé d'aller sur des quotas, mais ça donnait quand même un dépassement des objectifs de 20%. Donc on affiche des taux de 25%, par exemple, au niveau de la City. Tout d'abord, merci infiniment à Leila, à Asma, à Ouns de m'avoir invité, à tout le bureau et à tous nos amis qui sont là. Je suis très honorée d'être à côté des champions de la diversité et puis des personnalités éminentes qui en France tous les jours travaillent pour faire avancer les choses. Et moi-même, puisque vous parlez de l'esprit de Give Back to the Community, effectivement, j'ai une très longue carrière, c'est le privilège de l'âge, et j'ai vraiment décidé de me concentrer au niveau de ceux qui décident, ceux qui sont au niveau économique et au niveau politique, ceux qui peuvent vraiment prendre des décisions, de les alerter sur l'importance de mettre les femmes au cœur de l'économie, mais pas pour promouvoir les femmes. C'est tout simplement pas simplement une question de justice. Vous savez mieux que moi que c'est une raison, je dirais, presque cynique de performance. On peut ajouter 28 trilliards de dollars au PIB mondial s'il y avait plus de femmes dans l'économie, alors que, comme vous savez, les femmes ne contribuent qu'à 34% au PIB mondial, alors qu'elles sont 52% de la force du travail, et que hier, pas plus tard qu'hier, mon amie Kristalina Georgieva, qui est une femme qui travaille vraiment énormément pour l'égalité des genres, y compris avec des critères genrés dans les critères d'investissement et autres, a tout simplement sorti une étude du FMI qui dit qu'on pourrait ajouter 20% de croissance. 20% de croissance dans les temps qui courent si les femmes étaient représentées de façon égale dans l'économie. On en est loin et justement c'est pour ça que c'est vraiment au cœur de mes travaux, parce que c'est l'essentiel. S'il n'y a pas plus de leadership féminin, on perd en compétitivité, en attractivité, en créativité, en diversité. Vous savez que tout cela enrichit les études. Alors moi je suis quand même assez positive, d'abord pour des initiatives telles que celle-ci, parce que vous voyez, c'est des initiatives qui ont été pensées, où on s'est basé sur ce qui est déjà fait, qui a marché ou pas marché, y compris ce que vous parlez sous les lois qui se sont limitées, on y reviendra au conseil d'administration. Et surtout, c'est une initiative qui a été faite en associant ceux qui sont vraiment les responsables. Et je peux vous dire, parce qu'il y a 2 ans, au G20 en Italie, à la Banque d'Italie, j'avais réuni les champions de la gender égalité mondiale. On avait 30 CEO qui ont signé une charte très exigeante qu'on avait préparée avec McKinsey. Je peux vous dire que c'était un cauchemar. Pas parce qu'ils ne voulaient pas signer, parce qu'il y en avait un qui disait « mais nous, on fait déjà beaucoup plus », un autre qui disait « mais non, il y a des virgules à gauche plutôt qu'à droite ». Et il a fallu vraiment de la détermination, de la persévérance. Et donc, je vous dis un grand coup de chapeau d'avoir déjà réuni autant de signatures, et surtout un grand coup de chapeau aux hommes qui ont compris l'importance, parce que la plupart sont des hommes, CEO. Il n'y a que 6% de CEO femmes dans le monde, comme vous savez. L'importance pour eux, pour l'entreprise, pour leurs clients, pour l'image qu'ils peuvent donner. Vous savez qu'il y a 76% de personnes que je fais interviewer par Sofres il y a 2 ans, pendant le G20, dans les pays du G20, 76% qui pensent que le type de gouvernance d'une entreprise, et notamment la diversité dans l'entreprise, est essentielle pour l'image et la réputation d'un groupe. Donc, vous voyez, quand même, c'est aussi du business. Et puis, l'autre chose que je remarquais en travaillant beaucoup avec les CEO, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. Quand il y a des champions, il y a les autres qui disent « mais pourquoi, si lui, il le fait, pourquoi je ne le ferai pas ?» Ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que ça sert. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux qu'une saine émulation. Et dans cet esprit, vraiment, je vous félicite vraiment beaucoup pour cette initiative. Alors, quota ou pas quota, c'est vraiment un dilemme shakespearien. Moi, je peux simplement vous dire que ça marche. Il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas de quota, qui ne stagne pas autour de 20%, ou qui dépasse les 30%, y compris des pays comme le Canada ou les États-Unis, où vous savez qu'il y a énormément d'associations soft power, comme vous dites, qui ne sont pas tellement soft, sont plutôt hard power, tellement elles sont virulentes pour essayer d'imposer, je dirais, de manière très déterminée, les femmes dans la sphère économique. Et même, par exemple, la gouvernance féminin de Caroline Coetzee, avec laquelle je travaille énormément au Canada, mais nous envie tous les jours d'avoir une loi. Parce que ça fait la différence. Donc, je prends un autre exemple. Vous savez qu'en Union européenne, il y avait, en 2012, on avait essayé de faire passer
une directive sur l'égalité des genres dans l'économie et dans les conseils d'administration, complètement bloquée politiquement, par des États comme la Suède, l'Allemagne, le UK, qui ne voulaient pas parce qu'ils considéraient que c'était une histoire de souveraineté nationale et que ce n'était pas à l'Europe de s'en occuper. Viviane Reding, qui à l'époque était vice-présidente, on avait beaucoup travaillé ensemble, a dit, bon, je vais essayer avec le soft power, puisque je n'arrive pas politiquement à imposer. Vous savez combien d'entreprises ont adhéré en Europe? 24. Et on parle d'une commissaire européenne qui avait accès quand même au grand groupe. Donc, c'est juste pour dire que, bien d'essayer, mais il faut quand même un cadre qui aille avec, parce que sinon, ça ne marche pas. Je reviens à l'exemple de la France. La France, en 2012, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, avait moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration. Alors qu'il y avait une très forte pression de la société, en se disant, on est là, on est prête, le terrain est prêt. Et donc, il a fallu une loi pour pouvoir y arriver, parce que sinon, on n'y arrivait pas. Eh bien, écoutez, le résultat, je passe sur le contrôle de Christine, on arrive à 46% en 10 ans. De moins de 10 à 46. Et surtout, le résultat très positif pour moi est que ça a professionnalisé complètement les conseils. C'est-à-dire qu'en fait, on a été rechercher les profils qui étaient absolument indispensables pour qu'un conseil fonctionne correctement. Donc, si j'ai besoin d'une financière, si j'ai besoin d'un ingénieur, si j'ai besoin d'un expert, si j'ai besoin d'un stratège, etc., etc. Et on a donné beaucoup plus de pouvoir aux chasseurs de tête qu'à mon époque, où c'était, beaucoup de copinage. Je te connais, je sais que tu es compétent, et tu viens avec moi, on chasse ensemble, et puis on va au match de rugby, suivez mon regard. Et c'était comme ça qu'on faisait les conseils d'administration. Et avec des gens tout à fait compétents, hein. Rien à dire, mais on a professionnalisé en donnant, en disant voilà de qui j'ai besoin. Alors, tout ça n'est absolument pas rose, parce que dans les conseils d'administration, on est arrivé au nombre. Mais moi, ce que je disais toujours, je disais encore tout à l'heure, mais le moment où vous devez faire un pont ou prendre des décisions sur une transition énergétique ou décider des réseaux d'infrastructures dans le monde entier, vous faites appel aux gens qui ont les compétences nécessaires. Et si dans les conseils, vous n'avez que et ce n'est pas péjoratif, des gens qui viennent des ressources humaines, ou du marketing, ou du legal, ce n'est pas eux qui vont décider. Donc, ce n'est pas là le pouvoir. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut quand même qu'il y ait des gens qui soient capables de donner une influence. Une autre lacune est que si vous voyez la composition de la plupart, mais je ne parle pas que de la France, de la plupart des conseils d'administration des grandes boîtes mondiales, vous avez très rarement les femmes présentes ou présidentes du comité stratégique. Elles sont au comité de développement durable, elles sont au comité d'audit, elles sont au comité je ne sais pas quoi, mais très rarement au cœur du moteur. Et c'est ça qui ne va pas. Parce que les nombres cachent cela. Et puis la troisième lacune que vous avez très bien soulignée, c'est que c'est effectivement, il n'y a pas eu le fameux ruissellement qui était prévu par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas du tout descendu au niveau des COMEX et des CODIR, avec des prétextes divers et variés, mais pas qu'en France, en disant qu'il n'y avait pas que légalement ils n'existaient pas, que donc on ne pouvait pas comparer, que c'était difficile à mesurer, etc., etc. Et en fait, comme le dit très justement Christine Lagarde, c'est ce principe de granularité. J'aime beaucoup l'idée de granularité qu'il faut combiner avec les conseils, parce que les vraies décisions, on les prend dans les COMEX. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir été, à l'issue du G7 de 2019 sous présidence française, j'ai eu la chance qu'on me confie une mission pour promouvoir, attirer et retenir les femmes dans les métiers du futur. Vous savez que c'est un des grands enjeux, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes soient là aussi pour participer à répondre à cette multicrise que nous avons, c'est-à-dire qu'il faut être là avec des compétences technologiques, techniques, d'ingénierie, parce que, voilà, une fois de plus, si on veut construire un pont, il faut quand même quelqu'un qui sache comment faire. Et là, les chiffres n'y sont pas. Donc, il y a ce problème de granularité, et je reviens à ma mission. Et donc, on m'a confié cette mission, et dans cette mission, bien entendu, j'ai fait un rapport qui s'appelait « Femmes au cœur de l'économie », et qui n'était pas demandé par la ministre de la Gender Equality, mais c'était le ministre des Finances, Bruno Le Maire, c'était le ministre de l'Éducation supérieure, c'était le ministre de l'Industrie, le ministre du Digital et la ministre de la Gender Equality. Donc, en fait, c'était vraiment
compris comme un enjeu économique, d'ailleurs présenté à Bercy. Et donc, c'est dans ce rapport, je faisais toute une série de recommandations, 27 exactement, dont plusieurs ont servi vraiment comme modèle dans d'autres pays aussi et qui ont été reprises par beaucoup d'entreprises. Donc, je suis très fière de ça. Et surtout, ont servi de base à la loi Rixain. Donc, on a travaillé la main dans la main avec la présidente de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale, qui est Marie-Pierre Rixain, et on a regardé comment faire pour mettre en place ces principes d'égalité. Donc, on a pensé que le mieux était comme le quota. D'ailleurs, c'était une demande assez récurrente de la part de beaucoup d'associations diverses et variées. Mais on était dans un contexte extrêmement difficile. Moi, je pensais que le terrain était prêt. Je me suis complètement trompée. On était en plein Covid et on a eu une opposition extrêmement forte de la part des entreprises, y compris au niveau du MEDEF. Parce qu'en fait, on disait, mais comment? En fait, on a considéré que c'était presque une punition, qu'on ajoutait une contrainte, alors qu'il fallait le vendre comme une opportunité pour les entreprises de se moderniser, de se développer, d'être tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, en fait, c'était là tout l'enjeu. C'était extrêmement compliqué. Maintenant, ça fonctionne et nous sommes vraiment champions du monde parce qu'on a ces doubles lois qui se complètent. Copé-Zimmermann et Rixain-Castaner. Et juste petit clin d'œil, ces deux lois ne seraient jamais sorties en France s'il n'y avait pas eu des hommes derrière. Copé à l'époque, c'est lui qui a tout fait pour convaincre ses collègues. Vraiment. Je ne dis pas que Mme Zimmermann n'a pas eu du courage, etc. Mais je dis que sans le soutien de Copé à l'époque, la loi ne serait jamais sortie. Et là, la loi Rixain-Castaner, s'il n'y avait pas eu Castaner, Bruno Le Maire, le président de la République, et Roland Lescure et quelques autres, n'est-ce pas, Christine? Elle ne serait jamais sortie. Et ça, voilà, sans les hommes, on ne peut rien faire. Je voulais juste vous dire encore une toute petite chose, vous dire que s'il y avait une personne qui était contre les quotas, c'était moi. Mais alors contre. Parce que moi, en 2010-2011, j'étais déjà dans des conseils d'administration. J'étais à la RATP, j'étais à April, donc j'étais là et j'étais toute contente qu'on m'ait choisi pour mes compétences. Donc je disais, mais en fait, je suis déjà là parce qu'on considère que j'apporte une valeur ajoutée. À quoi ça sert ces quotas? Donc, et je n'étais pas l'unique. Hein. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient déjà fait carrière, privilège de l'âge, et qui avaient déjà des postes importants, et qui donc se disaient, mais on n'a pas besoin de ça, nous. On est déjà reconnus. Et en fait, on s'est trompé. On s'est trompé et je suis devenue vraiment une farouche promotrice des quotas. D'ailleurs, là, je travaille beaucoup avec la présidence indienne du G20 et je choisis de me concentrer sur la gouvernance parce que je pense qu'au niveau des G20, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bien entendu, je me fais un plaisir de donner comme exemple cette charte qui est, je crois, exemplaire au niveau africain et au-delà. Et donc, de montrer qu'on peut, comment on peut dire ça, par volonté, détermination et surtout en associant les bénéficiaires, parce que les hommes, vous allez être les bénéficiaires de tout ça à la fin. Hein. C'est bien convaincu. Hein. Et donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement le faire chaque fois dans les modalités du pays. Moi, je suis complètement contraire de transposer une bonne idée ou transposer une bonne practice. Chaque pays, chaque territoire, chaque endroit du monde a sa culture, sa façon d'être. Il faut d'abord préparer l'esprit avant de vouloir imposer quelque chose, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc il faut que ça parte d'en haut et d'en bas en même temps, sinon ça ne marchera pas. Donc imposer des quotas au Maroc tout de suite, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est justement cette combinaison de travailler d'abord, de voir, et après les gens commenceront à le demander en disant ça nous facilite les choses. Et puis la dernière chose, les quotas ne compenseront jamais l'environnement favorable qu'on peut faire pour les femmes. Parce que le vrai problème du Maroc n'est pas les conseils d'administration, c'est que les femmes ne sont pas sur le marché du travail. On se prive des talents. Elles sont éduquées, elles font des études, elles restent chez elles. Mais c'est un gaspillage énorme pour l'économie et pour la société. Et pourquoi elles restent chez elles? Mais tout simplement parce qu'elles ne se sont pas bien accueillies. Parce qu'il y a ces fameux life-work balance, qui est la carte maîtresse que peuvent jouer les entreprises, mais pas simplement pour attirer des talents des femmes, mais même les hommes. Hein. Ils veulent tous maintenant un équilibre de vie. Si on veut qu'il n'y ait pas 53% de femmes qui s'en aillent du marché du travail après 3 ou 4 ans,
une fois qu'elles sont formées par ailleurs. Il faut faire quelque chose pour les retenir. Flexibilité, congé paternité. C'est la meilleure invention qui existe au monde. Je dis la mère d'un fils de 37 ans qui prend tous ses congés paternité et les multiplie autant qu'il peut parce qu'il trouve que c'est génial, comme ça elle s'occupe des petites. Et la troisième chose, c'est cet équilibre de work balance qui d'ailleurs doit aussi se traduire par des infrastructures de crèches. Dernière anecdote et puis j'arrête. Dans les pays du G7, qui représentent 62% de la richesse mondiale, 54 personnes, femmes et hommes, et dedans, vous me direz, l'Allemagne et le Japon, d'accord, mais tout de même, 54% des personnes interviewées l'année dernière considèrent qu'on ne peut pas être une bonne mère et faire carrière. Je vous laisse réfléchir. Merci beaucoup Chiara, et merci beaucoup pour ces éclairages. Et j'aimerais revenir justement sur un point très important que vous avez mentionné. Donc je pense que sur la politique des quotas, je pense qu'effectivement il y a un consensus que c'est un must-have quand on regarde effectivement les progrès de tous les pays qui ont adopté des lois sur les quotas. Mais on ne peut pas se permettre effectivement d'attendre les quotas. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle quand vous dites qu'il a fallu des hommes, et quand vous citez tous les hommes qui ont été derrière même les lois sur les quotas, c'est toujours passé par un soutien des hommes. Je voudrais cette fois poser la question à Marie-Christine. Donc Marie-Christine, merci beaucoup d'être venue. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Vous êtes ingénieure de formation, Head of Mazars Center of Diversity and Inclusion et coordinatrice de l'Observatoire national pour la mixité et auteur du livre Mixité quand les hommes s'engagent, justement. Et pour arriver sur ce sujet, vous avez beaucoup travaillé sur le dialogue homme-femme. Vous parlez souvent de langage bilingue en entreprise, qui est extrêmement intéressant comme notion, et sur l'importance de l'engagement donc, des hommes en matière de mixité. Donc aujourd'hui, quels sont selon vous les outils qui peuvent être mis en place en entreprise pour briser les barrières qui freinent l'accès pour les femmes à des postes de direction ? Merci pour votre accueil, merci à We4She, à tout le bureau, et félicitations encore, je rejoins Chiara sur cette impression formidable que fait le tableau de toutes les entreprises qui ont déjà signé, c'est très impressionnant. Alors les solutions, eh bien il y en a, Chiara a commencé à en présenter quelques-unes, et il s'agit d'un état d'esprit, et en France on a commencé à peu près il y a une vingtaine d'années, je dirais, les premières entreprises qui ont vraiment commencé à mettre des budgets, à mettre de l'argent sur les questions de mixité. Et puis les premières années, eh bien, c'était, et jusqu'à, je dirais, récemment, hein, quasiment les 15 premières années, c'était un sujet qui a été traité essentiellement par les RH. Voilà, parce que il semblait que c'était une question de personnes, hein, une question de femmes, par les femmes, pour les femmes, une question de bonnes femmes, on dit en France, une question de RH, un nice to have, quelque chose qui, voilà, si ça peut arriver, ce serait sympathique, et puis une question de diversité comme les autres, donc comme la diversité culturelle, le handicap, LGBT, etc. Voilà, on met tout le monde dans ce panier de la diversité. Et force est de constater que, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Hein. Les chiffres n'ont pas stagné, mais quasiment la progression entre 2000 et 2015, à part sur les conseils d'administration, puisque la loi avait été votée 3 ans auparavant. Mais les chiffres ont grimpé vraiment très, très lentement. Et aujourd'hui, on voit un virage. Avec l'aide des lois, mais ça je n'y reviendrai pas, on voit un virage vers un changement d'esprit qui fait qu'on change de cadrage. Donc ce cadrage RH, ce cadrage bonne femme, ce cadrage diversité, on est en train un peu de le laisser derrière nous et d'aller vers un cadrage qui est la mixité, c'est une question stratégique, c'est une question pour le PDG ou la PDG. C'est pas une question de diversité comme les autres parce qu'il ne s'agit pas d'une minorité. Donc c'est une question qui doit être traitée à part. Et d'ailleurs, on voit que si on traite la question de la mixité, il y a tout à coup une inclusion plus grande pour les autres diversités. Mais on s'en occupera après. Et puis c'est un must. C'est une question non pas donc de diversité de RH, mais c'est une question de performance, c'est une question d'éthique, c'est une question de justice, c'est une question de talent, c'est une question de compliance. Alors les lois, on en a déjà parlé, mais
Hier a été annoncé en France un paquet de nouvelles lois. C'est un volume incroyable. Il y a eu un effet d'annonce formidable. Et quand on parle de compliance, de conformité, il y en a une qui est, je pense, va être très puissante puisqu'il s'agit de retirer le droit d'aller sur des marchés publics aux entreprises qui ont une note inférieure à 75% à l'index d'égalité salariale. Plus de marché public. Donc je peux vous dire qu'ils vont comprendre assez vite. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment changer l'état d'esprit. Bravo à Isabelle Rome, au président Macron qui mettent le paquet, Elisabeth Borne dont on parlait tout à l'heure, notre première ministre. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui s'y attachent et qui font vraiment du bon travail. Donc, changement de cadrage, on passe de l'ancien cadrage au nouveau cadrage beaucoup plus moderne. Et surtout, ça doit s'accompagner de cette idée qu'il ne s'agit surtout pas de culpabiliser les hommes. Parce que là, moi, franchement, pour la coordination de ce livre, Mixité, quand les hommes s'engagent, j'en ai interviewé beaucoup. Et le constat que je fais, c'est que la plupart, à part une petite frange de ceux qui sont vraiment contre pour X raisons, la plupart des hommes sont de bonne volonté et sont plutôt partants, mais ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas forcément les outils. Donc la culpabilisation des hommes, je trouve, est vraiment une mauvaise chose et un mauvais outil. Et il ne s'agit pas non plus de réparer les femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles sont pas nées avec quelque chose qui ne va pas et il faut les réparer, il faut les coacher, il faut Enfin, il faut qu'elles se mettent dans l'entreprise. Là, mais qu'est-ce qu'elles ont? Pourquoi elles ne s'adaptent pas? Non, c'est pas ça non plus. La question, c'est faire en sorte que l'entreprise et ses process deviennent adaptés aux deux genres, aux deux populations. Et c'est ce que j'appelle l'entreprise bilingue. Il faut une entreprise qui sache parler hommes et qui sache parler femmes. Parce que l'entreprise a été créée par des hommes. Et pour des hommes, enfin, c'était comme ça. Ils l'ont pas fait méchamment, mais ils étaient entre eux. Et donc, ils ont plutôt créé des process qui s'adaptaient à leur mode de vie, à leurs horaires, à leur manière d'évaluer une performance. Bon, c'est tout à fait normal, c'était comme ça. Maintenant que les femmes arrivent et ont envie d'arriver, non plus de complexe, d'aller à tous les niveaux de l'entreprise, eh bien, il faut que l'entreprise devienne bilingue. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise bilingue? C'est une entreprise qui va adapter ses process et notamment faire en sorte que ces process soient adaptés aux différences entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est vraiment la grande difficulté, je trouve, en tant que dirigeant, c'est cette ligne de crête. En tant que dirigeante ou dirigeant, on vous demande, il faut lutter contre les stéréotypes. Bon, d'accord, alors on est tous pareils. Ah non, on n'est pas tous pareils. Alors, il faut vraiment se pencher sur cette question. Quels sont les stéréotypes contre lesquels je dois lutter et comment je lutte contre les stéréotypes et à la fois comment je tiens compte quand même des différences qui sont là parce qu'on n'est pas élevé de la même manière et pendant encore quelques générations on ne sera pas élevé de la même manière. Donc il va y avoir des différences qui vont perdurer. Ces différences, c'est par exemple, on ne prend pas, les femmes ont plus de mal à prendre, alors je vais être très caricatural, hein, accrochez-vous, les femmes ont un peu plus de mal à prendre la parole dans une réunion. C'est un fait, il y a des études qui le montrent, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire une entreprise bilingue? Mais une entreprise bilingue, ça veut dire c'est pas parce qu'une femme a plus de mal à parler qu'elle n'a rien à dire. Et donc, il faut lui laisser la parole. Et ça veut dire former ses managers à conduire des réunions qui laissent la parole à tout le monde. C'est un tout petit exemple. Un autre exemple, c'est les femmes et les hommes ne sont pas exactement sensibles au même type de vocabulaire, de mots, de registres sémantiques. Les femmes seront plus sensibles à un vocabulaire qui va être de l'ordre du sens, du care, etc. Je vous avais prévenu, je suis caricatural, mais les études le montrent, tandis que les hommes, les garçons, vont être plus sensibles à un vocabulaire qui est du registre de l'action, par exemple. Eh bien, il y a des entreprises, je sais qu'il y a des représentants de BNP Paribas ici, qui ont fait ces expériences, et on l'a fait, nous, au sein de l'Observatoire de la mixité aussi, de reformuler totalement les offres d'emploi, de sorte qu'elles soient attractives
pour les femmes également. Et l'expérience que j'aimerais citer, c'est BNP Paribas pour avoir plus d'hommes au RH en France, a fait rédiger, a d'abord changé le titre, donc au lieu de mettre Human Resource Business Partner, a mis Business Partner et Human Resource en tout petit. Et là, les hommes se sont mis, je vous jure, l'expérience est maintenant documentée, donc les hommes ont commencé à postuler. Et deuxième étape de l'expérience, ils ont fait reformuler les fiches de poste entièrement par des hommes. Et là, les hommes donc, ont écrit et les femmes regardaient ça en disant mais c'est pas le même job, qu'est-ce que vous décrivez? Si, il s'agissait du même métier, mais raconté avec des mots d'hommes. Et là, tout à coup, donc, long story short, ils sont arrivés à un équilibre au RH en France avec donc davantage d'hommes qui ont postulé. Donc l'entreprise bilingue, c'est ça, c'est aussi un dernier exemple peut-être. On a fait l'expérience avec Crédit Mutuel Arkea, qui a non seulement reformulé les offres les fiches de poste, pardon, mais a aussi étendu la durée pendant laquelle elles restaient ouvertes pour des promotions internes. Parce qu'on s'est aperçu finalement que quand une offre d'emploi en interne pour une promotion est affichée, les hommes vont répondre assez vite parce que voilà, ils fonctionnent comme ça, ils se posent moins de questions, tandis que les femmes se posent davantage de questions. Et donc finalement, si on laisse ouvert simplement 2-3 semaines, on n'aura que des hommes et on va se dire, tiens, les femmes ne sont pas intéressées. Non, c'est faux. Si on ouvre 6 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, mettons, c'est un grand maximum, et bien tout à coup, les femmes vont arriver parce qu'elles en auront parlé autour d'elles, elles en auront parlé à leur mari, à leurs copines, à leurs sœurs, etc. Et finalement, elles vont se décider. Et là, et donc l'expérience menée chez Crédit Mutuel Arkea est très intéressante, puisque pour des postes à responsabilité, ils ont réussi à avoir des femmes en attendant, en reformulant et en attendant. Donc Chiara, tu as parlé du congé paternité, il y a tout ce qui concerne aussi la maternité, il y a les horaires de réunion, voilà, tout ça. Alors ça concerne les process. Un autre élément qui est très important, c'est évidemment, et c'est dans les 6 mesures, alors je suis très fière parce qu'aujourd'hui est un grand jour pour l'Observatoire de la mixité, puisque le ministère de l'égalité a fait paraître les 6 mesures, donc nos bonnes pratiques, les 6 mesures pour accélérer la mixité dans les organisations, sur le site du ministère. Ça devient la référence des bonnes pratiques mixité dans les entreprises. Merci. C'est un gros travail avec une quinzaine d'experts, une dizaine d'entreprises. On travaille là-dessus depuis 3 ou 4 ans. On met ça à jour sans arrêt et on pourra vous envoyer le lien. Les 6 mesures, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je vous ai déjà parlé d'une mesure qui est le changement des process. Mais la première de toutes ces mesures-là, c'est évidemment l'engagement du dirigeant ou de la dirigeante. Alors, on lui demande plein de choses, on lui demande d'être bilingue, etc. Mais parmi les 6 mesures, il n'y a pas d'ordre, sauf que la première, qui est l'engagement du dirigeant, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que si on n'a pas l'engagement du dirigeant, on va pouvoir mettre en place des mesures, avoir un effet pendant 6 mois, 1 an, mais globalement, ce sera de l'argent jeté par les fenêtres parce que l'effet ne va pas être durable s'il n'y a pas cette exemplarité. Et l'engagement du dirigeant, c'est quoi? L'engagement, c'est concret, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire au sein de l'Observatoire, c'est d'instancier de manière extrêmement concrète toutes les mesures. Et l'engagement du dirigeant, eh bien, c'est l'engagement, d'abord, un engagement personnel fort, donc une exemplarité à toute épreuve dans sa manière d'être, dans son vocabulaire, etc. Ça peut être aussi le fait d'être le sponsor d'un réseau de mixité en interne. Ça peut être aussi le fait d'être mentor d'une femme au potentiel ou future au potentiel. Au sein de l'Observatoire de la mixité, nous avons un club de dirigeants, ils sont 17 aujourd'hui, on a des très grands patrons, et ils viennent d'accepter, ils ont tous commencé là en janvier, de devenir le mentor d'une très haut potentiel, d'une société amie autour de la table. Donc ce sont déjà des femmes qui sont membres de Comex, ou juste aux portes de Comex, mais qui ont du mal à franchir la dernière marche. Donc ça, c'est ça, l'engagement du dirigeant, c'est le faire. C'est aussi dans sa communication personnelle, certains
certains disent oui, non, mais je ne veux pas parler de mixité dans les journaux ou même en interne, j'ai rien à dire, nos résultats ne sont pas terribles. Eh bien, ça ne fait rien, en fait. Il faut parler, j'allais dire, il faut même parler pour ne rien dire. En tout cas, il faut en parler, parce que c'est cette petite musique qui joue en interne. Je suis bien passée chez Mazars, c'est pas rose tous les jours non plus, hein, faut pas, on va pas vous vendre du rêve, mais en tout cas on force Hervé Elias au niveau groupe et Olivier Lenel au niveau France à communiquer. Ils ont fait une communication le 25 novembre de l'année dernière, c'était le jour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils se disaient mais on va pas parler de ça, on n'y connaît rien. Et en fait, ils ont signé une charte. Je vous passe les détails. Ils ont envoyé un message disant qu'ils avaient signé une charte en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça a eu alors qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose et qu'on ne fait pas des actions extraordinaires. Mais le simple fait d'avoir parlé de ça, ça a eu un effet sur les femmes en interne qui se sont dit, et j'en ai entendu beaucoup en parler, c'est un sujet, pas juste les violences, hein, les femmes. Nos leaders s'emparent du sujet, et ils en parlent. Et, voilà. Et donc, ça veut dire que moi, dans mes fonctions Mazars, j'anime des COMEX et je conseille des comités exécutifs et des CEO et je leur dis, faites-vous un plan de com, parlez-en une fois tous les trimestres, en interne, en externe, etc. Et même si vous n'êtes pas spécialement fiers de vos résultats, c'est un bon début parce que ça va augmenter le moral, si je puis dire, des femmes. Et puis après, pour terminer sur les dirigeants, eh bien, il y a des tas de choses que l'on peut faire, à commencer par former son comité exécutif, à sensibiliser le comité exécutif sur les stéréotypes et l'existence des biais. On est tous victimes de biais, même quand on travaille depuis 10 ans, 15 ans sur le sujet. Donc il y a vraiment un sujet à faire, un sujet à exploiter. Il s'agit aussi, en tant que dirigeant, de voir quel type de leadership on valorise. Est-ce qu'il y a deux groupes que je connais, en tout cas, la SNCF, Jean-Pierre Farandou fait partie de notre club de dirigeants, et la Marine française, l'amiral Vendier, chef d'état-major de la Marine, fait aussi partie de notre groupe, et ils ont conduit un type d'action assez similaire qui est de revoir entièrement les critères d'évaluation des managers, de tous les leaders. Les critères d'évaluation, donc évaluation annuelle, hein, historiquement sont un peu partout des critères plutôt, pardon pour la caricature encore une fois, mais voilà, c'est un héritage là aussi, plutôt dans le registre de l'action, un registre un petit peu viril, guerrier, etc. Et avec des critères comme ça, eh bien, il y a peu de chances que les femmes soient bien évaluées au fil de leur carrière, hein, si ce sont des critères qui n'intègrent pas quelque chose de plus égal. Eh bien, à la fois la Marine et la SNCF ont revu entièrement l'ensemble de leurs critères d'évaluation et en ont fait une liste qui est à 50% des soft skills ou des qualités de comportement, si on peut dire, et des hard skills, donc compétences techniques, etc. Plutôt que d'être plutôt à 80 ou 90% hard skills, là où les femmes n'avaient aucune chance. Eh bien, la SNCF commence à constater que depuis qu'ils ont mis ceci en place, c'était il y a 2 ans, ils ne sont pas encore capables de mesurer vraiment si c'est un effet direct de ces nouveaux critères d'évaluation, mais en tout cas, ils ont eu beaucoup plus de femmes qui ont pu être promues à des postes de manager. Donc voilà, ça c'est l'engagement du dirigeant, c'est quel type de leadership je veux promouvoir, de sorte que les femmes aient des chances d'être promues, et de sorte aussi que le leadership soit attractif. Les femmes, on a travaillé, nous, à l'Observatoire, sur un phénomène d'opting out, donc les femmes qui ne souhaitent pas aller plus haut. Eh bien, une des raisons qu'elles donnaient pour ne pas candidater à des postes de responsabilité, c'était l'image du pouvoir. Elles ne se voient pas dans ces groupes qui exercent le pouvoir parce qu'il semblerait que l'image qui est donnée n'est pas une image qui soit
spécialement inclusives, où elles vont être bien accueillies, où elles vont pouvoir parler facilement, etc. Et donc il y a vraiment, en tant que dirigeant, quelle image je donne du pouvoir, et est-ce que cette image-là va être attrayante pour les femmes que j'ai envie d'attirer dans les instances dirigeantes. Merci, merci Marie-Christine. Plusieurs takeaways. Le langage bilingue, assez intéressant de pouvoir le comprendre et l'appréhender en entreprise. Je note aussi l'importance de l'engagement du dirigeant ou de la dirigeante. Oui, oui. C'est un des piliers parce que c'est pas un sujet RH, c'est pas un sujet c'est un sujet de leadership. Et ça va me permettre de faire une bonne transition parce qu'on a un CEO avec nous, Karim Barnoussi, président et cofondateur de Intelsia. Donc, Intelsia, c'est une entreprise marocaine leader dans l'outsourcing international. Et qui prône des valeurs de diversité, d'authenticité, de responsabilité. Et ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'en préparant ce panel, pour vous, Karim Barnoussi, le sujet ne se pose pas, ou la problématique ne se pose pas. Je rappelle aussi que Intelsia est une des premières entreprises à avoir signé la charte du genre, du We4She, et qui nous a aussi... qui nous a aussi accompagnés dans le cadre de la campagne Moussaouet que nous avions lancée l'année dernière à travers des capsules et des messages forts pour lutter aussi contre les biais cognitifs. Donc on vous remercie bien entendu au nom du We4She, mais juste pour rester dans la transition, c'est important d'avoir cette vision de leadership, mais quelles sont les clés? Parce que pour vous, la diversité ne pose pas de problème au niveau d'Intelsia. Les femmes sont suffisamment représentées, elles évoluent de manière naturelle. C'est quoi les clés derrière cette success story? Parce que aussi, on peut en sortir des recommandations à communiquer aux entreprises marocaines. Alors, en tout cas, merci pour l'invitation. Merci Lamia pour l'invitation. En fait, je vais venir pour parler, pour ne rien dire, comme a dit madame, parce que quand on me dit de parler de la diversité, que dire? C'est vrai que c'est compliqué parce que là où on est arrivé, les chiffres que nous avons ne sont pas le fruit d'une stratégie particulière qui est de viser, de faire de la diversité, mais un état de fait. Mais après, on peut effectivement revenir en arrière et se poser la question, est-ce que l'entreprise est performante grâce à cet état de fait? Donc aujourd'hui, l'état de fait est le suivant. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise de 40 000 collaborateurs. On est présent dans 17 pays, donc des cultures très diverses et variées. Et aujourd'hui, dans notre comité exécutif, sur 11 membres, on a 6 femmes. Donc, et elles n'ont pas été choisies parce que c'était des femmes, mais parce qu'elles étaient compétentes. Donc, et aujourd'hui, si on doit, disons, avoir un 12e membre, on ne va pas essayer de prendre un homme ou une femme, ben, on prendra la personne qui répondra aux critères. Et lorsqu'on descend à un stade de plus bas, c'est-à-dire, là j'ai parlé du COMEX, mais si on prend un comité de direction élargi, on est à 35% de femmes, donc qui sont dans les postes de management. Et après, on peut essayer d'analyser, de comprendre pourquoi, effectivement, nous, on est un secteur d'abord qui donne une deuxième chance aux gens. Donc, il n'y a pas trop de critères disons, d'avoir certains diplômes et tout. Donc, forcément, quand on va recruter au début, sur les téléconseillers, on va avoir du 50-50. Donc, aujourd'hui, on s'en aperçoit. Et donc, forcément, tout le monde a la même chance au début pour monter. Donc, à nous, en tant que dirigeants, de s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, tout le monde ait la même chance et que ça soit sur les compétences. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça monte effectivement. Alors après, pourquoi les autres entreprises du secteur n'ont pas le même taux de femmes dirigeantes? Et ça, on s'est posé aussi la question, et je pense que c'est grâce à la diversité qu'on a voulu. Nous, lorsqu'on a commencé à grossir, on s'est dit il faut absolument amener des gens de l'extérieur. On ne peut pas grossir qu'avec les mêmes personnes. Donc forcément, on a eu des ajouts de l'extérieur, et la plupart des ajouts ont été des femmes qui ont rejoint l'entreprise. Qui fait qu'aujourd'hui, on recherche la diversité d'abord des gens, donc c'est très important pour nous, parce que la diversité pour moi est un critère de compétitivité. Et on cherche aussi la diversité des nationalités. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise globale, on a un axe particulier et très volontariste pour avoir des gens de diverses nationalités, pour ne pas être maroco-centrique ou french-centrique, si on veut avoir un regard différent et pour
se développer. Et on fait aussi la diversité au niveau des expériences, pour ne pas avoir des gens qui viennent tous du même endroit. Et pour moi, donc, si vous voulez, la diversité est le critère clé de compétitivité. La diversité des genres est un des axes de diversité. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, pour moi, c'est un must. Alors après, pour pouvoir le promouvoir, pour pouvoir effectivement le pousser, je pense qu'Intelsia a un rôle important, puisque 40 000 collaborateurs, c'est des hommes et des femmes qui voient la promotion des femmes dans une entreprise, qui voient que la femme peut dire ce qu'elle veut, autant qu'un homme, qui voient que lorsqu'on ouvre une position pour promotion, elles ont exactement les mêmes chances. Donc ça, c'est très important, et c'est un rôle d'éducation que nous avons vis-à-vis des gens qui rentrent et qui sortent dans l'entreprise. Dernière peut-être question, dernière réflexion, c'est si on veut demain que les entreprises... Moi, je ne suis pas très pour les quotas, hein, juste pour les quotas, parce que les quotas, ça me crispe parce que ça me donne une contrainte. Donc, je pense que si on veut pousser les femmes, et pour avoir plus de femmes dans les en tant que dirigeants, il faut que les entreprises les plus performantes aient des femmes au sein Et peut-être qu'il faut analyser les entreprises, d'avoir des case studies qui montrent que les entreprises qui sont les plus diverses sont les plus performantes. À partir de là, les gens vont copier. Vous savez, quand vous êtes dans l'université, vous avez des case studies. Tiens, celle-là, donc moi, quand je vais rentrer en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, je vais essayer de recruter autant de femmes que d'hommes parce que je sais que je vais être plus performant avec ce genre de dispositif. Donc, je pense qu'il faut pousser, et je pense aussi qu'il ne faut pas avoir, à la réflexion de ce qui a été dit, ne pas avoir la réflexion que des très grandes entreprises. Aujourd'hui, en France, souvent, on réfléchit CAC 40, présentation, mais je pense que ça doit venir des PME. C'est les PME qui doivent pousser les femmes. Si on a de plus en plus de PME parmi lesquels on aura cette diversité qui sont performantes, il y aura un effet d'entraînement, et ensuite le ruissellement viendra plus vers le bas que vers le haut, parce que je n'y crois pas trop, parce qu'effectivement, lorsqu'on n'est que des grandes entreprises, on va s'arranger pour que tel poste soit occupé par une femme. Alors peut-être la dernière réflexion par rapport à la France, c'est que lorsque j'ai une réflexion de quelqu'un, un DRH qui cherchait un travail, et il me disait, DRH, 55 ans, trouver du travail en France, c'est presque impossible parce que tous les postes de DRH sont occupés par des femmes. Donc ça aussi, il faut pas. Alors, pour la petite histoire, le DRH chez nous est un homme, donc on a fait l'inverse. Donc voilà, donc il faut essayer de voir comment, en tant qu'entreprise, en donnant l'exemple, comment promouvoir le rôle de la femme dans les entreprises. Et aujourd'hui, alors si je fais maintenant un focus sur le Maroc, le Maroc, pour moi, et aujourd'hui, je vois les femmes qui sont dirigeantes chez moi et les femmes qui sont dans le Mocomec sont des femmes brillantes, extrêmement brillantes. Les femmes au Maroc veulent effectivement prouver que leur donner la confiance, elles font encore plus. Et je vois même, la plupart sont des jeunes mamans, parfois ont des contraintes, et malgré ça, elles font un effort double, triple pour pouvoir effectivement accéder. Et le résultat est exceptionnel. Le résultat, la plupart dirigent des hommes, sont N-1, et ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Merci beaucoup Karim. Un point justement que vous avez mentionné, c'est que c'est un enjeu de performance économique, bien évidemment, plus qu'un sujet RH, que c'est un enjeu de performance économique. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous dites effectivement qu'il ne faut pas se limiter aux grandes entreprises, aux entreprises du CAC 40. Et dans des pays comme le Maroc, 85% du tissu économique est fait de PME. Et donc effectivement, si on se concentre uniquement sur les grosses entreprises, on manque une très grande partie de la population qui n'est pas concernée. Et c'est là où effectivement les outils de soft law sont extrêmement importants, parce qu'ils peuvent aussi toucher les startups, etc. Et donc, alors là je change complètement de secteur, parce que effectivement Intelsia c'est extrêmement intéressant. Là, j'arrive sur un secteur industriel et minier pour parler de Nawaldine en tant que success story, pas seulement de l'entreprise, mais ta success story personnelle à toi. Donc Nawaldine, tu es ingénieur de formation, tu diriges la société Reminex, qui est le bras de développement du groupe Managem, une des plus grandes entreprises minières du pays et en Afrique. Et tu as réussi à évoluer dans un secteur particulièrement masculin. Et donc, quelles sont, selon toi, les clés de ta success story, et en quoi ça peut influencer de futures dirigeantes dans ce secteur, au Maroc et au-delà du Maroc, bien sûr, en Afrique? Merci Ons, en tout cas très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de faire partie de ce beau panel.
en fait, au-delà des engagements, comme on vient de voir, des dirigeants envers la diversité et l'inclusion des femmes, je crois qu'il y a un engagement aussi important qui est l'engagement de la femme envers elle-même. Et donc, c'est un engagement que je peux traduire d'abord à travers la capacité d'être confortable dans l'inconfort et donc d'apprendre le confort de la prise de risque et des incertitudes, parce que c'est ça qui nous permet justement d'aller explorer toutes les zones insoupçonnées au fond de nous-mêmes. Donc, par exemple, à titre personnel, ma carrière, c'est un cumul de choix inconfortables. En commençant par de choisir de faire des études d'ingénierie, d'intégrer une école d'ingénieurs et militaires, à un moment où le taux de femmes étudiantes, c'est-à-dire de jeunes filles étudiantes, il ne dépassait pas les 10%. Aussi, bien sûr, de faire le choix d'intégrer un secteur industriel qui a traditionnellement cette cotation masculine à la sortie de l'école et à l'âge de 22 ans. Et il faut dire que j'avais la chance d'avoir des managers aussi qui y croyaient. Ça aussi, c'est vraiment une condition nécessaire. D'ailleurs, lors de mon recrutement, on m'a donné le choix d'avoir ou bien un poste corporate au siège de Casablanca ou un poste de responsable chantier pour la construction d'usines dans une mine, sans me préciser où est-ce qu'elle est au départ. Bon, j'ai fait le choix, mais ils m'ont précisé quand même le CAPEX. C'était dans le temps, en 1998, à 122 millions de dirhams. Bon, j'ai fait le choix de prendre la responsabilité de ce projet. Bon, j'ai appris a posteriori, c'est qu'il s'agit de la mine d'argent, la mine d'Imiter, située à 160 km de Ouarzazate, dans la région de Tinrel. Et c'était un vrai challenge pour moi parce que pour une Casablancaise qui a jamais dépassé les frontières de Marrakech. L'autre challenge, c'est le fait que, là aussi j'ai appris que j'allais être la première femme à travailler dans cette mine et l'unique femme d'une mine qui compte plus de 450 hommes. Bon, là aussi... c'est pour ça que je dis que c'est des choix un peu... Bon, j'avais aussi, c'est l'âge de 22 ans. Maintenant, je pose la question, je me dis, mais comment j'ai pu prendre ce genre de décision? Bon, ça, c'est... l'autre challenge aussi que j'avais, ou le choix que j'avais à prendre, parce que, une fois terminé le projet, ça a pris 1 an. J'étais très fière de ce projet, j'étais dans la mine et tout. Donc là, mes collègues hommes, ils m'ont informé que pour évoluer dans le secteur minier et dans un groupe comme Managem, c'est que il faut avoir la responsabilité de la mine souterraine. C'est-à-dire, on peut réaliser l'usine de traitement, il n'y a aucun problème, mais il faut. Mais pour ça, c'est pas possible pour une femme parce que selon le code minier qui date de 1929, qui est toujours d'actualité, ça interdit l'accès aux femmes, aux enfants et aux handicapés. Je précise bien, ils sont dans la même phrase, et ça, c'est toujours d'actualité dans le code minier marocain, l'accès aux femmes, l'accès des femmes, des enfants et des handicapés à la mine souterraine. Donc là aussi, c'était l'autre challenge, parce qu'au moment où, à la fin de l'année, mes collègues, au même moment, ils négociaient l'évolution de salaire, moi, j'étais en train de négocier avec mon manager, justement, d'avoir un poste de responsabilité pour gérer des ouvriers, des employés, mais pour une mine souterraine. Donc j'ai réussi à l'avoir, mais sans que mon salaire bouge, bien sûr, parce que j'ai oublié de le négocier à la fin de l'année. Mais j'ai été amenée à gérer quand même gérer des interfaces de syndicats, dont c'est la CDT, de gérer des ouvriers. Et c'est eux, moi je le dis, je suis fière de le dire, c'est eux qui ont fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Ce sont ces employés de la région d'Imiter, c'est la région de Eitzata, dont je suis vraiment fière, et qui m'ont appris le vrai sens de la vie. Donc ça aussi, l'engagement, deuxièmement, l'engagement de la femme envers la femme est aussi traduit par la capacité d'assumer sa féminité et d'oser justement croire en ses compétences et sa légitimité en tant que femme. Oui, effectivement, j'ai travaillé dans un environnement purement masculin,
mais ça n'a jamais été considéré pour moi comme un obstacle pendant mes plus de 20 ans d'expérience. Bon, je ne précise pas le nombre d'années, mais ça n'a jamais été un obstacle pour moi, mais au contraire, c'était un vrai booster. Bon, quand on démarre une carrière en étant l'unique femme dans une mine, ça me rendait plus visible et par rapport aux autres collègues hommes. Donc, ça rendait visible mon travail, ça rendait visible quand je ne travaillais pas aussi. Donc c'était à moi de jouer et d'aller de l'avant. L'autre l'autre exemple, c'est qu'en 2008, on m'a en pleine crise financière, on est venu me proposer, ça y est, on arrête la mine, là on a besoin de toi pour justement prendre la direction des finances et de la stratégie du groupe Managem. Bon, moi en tant qu'ingénieur, je connaissais même pas lire le chiffre d'affaires. Donc là, c'était un challenge. Bon, là aussi, je salue vraiment ces managers hommes que j'ai eu la chance d'avoir, qui ont fait à chaque fois, m'ont fait confiance pour me challenger et me donner des responsabilités très challengeantes. Mais aussi, j'avais aussi cette chance d'être, la chance dans le temps, c'est-à-dire j'étais l'unique femme dans un COMEX pendant 10 ans. C'était très challengeant, très difficile à vivre, mais c'était quand même un vrai, je l'ai pris positivement, c'était un vrai accélérateur de ma courbe d'apprentissage des différents métiers de notre secteur. Donc pour dire que quand les femmes assument leur féminité, ça permet à la diversité de s'exprimer de manière utile et à transformer cette singularité, la singularité de chacun, homme ou femme, en une intelligence collective. Parce que dans un monde qui devient de plus en plus complexe, la diversité, vraiment, est là son rôle à jouer. Parce que même en mathématiques, quand il y a un problème complexe, les solutions sont meilleures quand ils viennent de personnes complètement différentes. L'autre, pour moi aussi, l'autre clé de réussite, c'est que la femme doit d'abord connaître, c'est-à-dire avoir une ambition qui est claire et surtout être en harmonie avec son ambition. C'est-à-dire connaître, être focus, connaître ses priorités et surtout c'est-à-dire elle sait renoncer à certains choix. Moi, quand j'ai décidé d'être dans la mine, je savais, malheureusement, nos géologues, quand ils découvrent un gisement, c'est au milieu de rien du tout et c'est loin des villes. Donc j'ai compris, quand j'ai fait ce choix, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je fasse le choix de décaler mon projet. Je sais que je vais pas me marier entre 20 ans et 30 ans. Donc ça, c'était aussi un choix. Et heureusement que maintenant j'ai des enfants, j'ai 2 enfants, mais aussi j'ai la chance que quand je me compare aux autres amis sortis école, qui se sont mariés à la sortie de l'école, eux, leurs enfants, ils les ont déjà quittés, parce qu'ils ont dépassé les bacs. Moi, j'ai encore 2 enfants à la maison, 9 ans et 12 ans. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que là aussi, c'est important d'être capable de faire des choix pour justement atteindre cette ambition. Voilà. Et puis, enfin, d'être capable de bien se faire entourer par des personnes qui inspirent pour justement choisir le bon chemin, par des personnes qui mentorent et surtout le bon réseau qui nous permet d'aller de manière rapide et de manière efficace dans ce chemin, et par des personnes positives aussi qui nous permettent d'être vraiment, d'avoir l'élan qu'il faut pour faire face à ces obstacles. Bon, la dernière clé, ce n'est que les 5 dernières années que j'ai réussi à l'appliquer parce que j'étais dans une zone de confort où j'ai appris à être que dans mon milieu d'hommes et dans le secteur minier. Donc j'avais vraiment du mal, je ne me retrouvais pas dans d'autres réseaux en dehors du secteur minier. Bon, j'ai eu la chance les 5 ou les 3 dernières années d'intégrer, comme le réseau We4She ou le réseau CFA, où j'ai eu vraiment la chance, et je le dis, ça m'a apporté énormément, de faire connaissance de femmes extraordinaires dans notre pays. Merci, ouais. Merci Nawel. Et vous apportez énormément à ces communautés. Vous incarnez la réussite de la femme marocaine dans un secteur masculin,
particulier. J'aimerais aussi avoir un peu votre retour d'expérience sur cette success story, ce combat de se réaliser dans ce métier versus ce qui se passe actuellement, la vision de ce vivier de talent, de ces nouvelles générations. Je vais avoir quelques chiffres, hein, si on veut avoir les statistiques. La bonne nouvelle, c'est que les filles marocaines sont super bien représentées dans les écoles d'ingénieurs, dans les filières scientifiques, techniques de gestion. On a en revanche un taux d'activité de la femme de manière générale marocaine il a été présenté par Ouns tout à l'heure, moins de 20%. Ça veut dire qu'il y a quelque part un certain déphasage et une certaine déperdition. Est-ce que vous, dans votre métier, vous observez cette déperdition, cette fuite dans le pipeline des talents féminins, et si c'est le cas, qu'est-ce que Managem a mis en place justement pour avoir cet effet de rétention de ces talents? Elles sont là à la sortie de l'université, elles intègrent, au bout de 2 ans, 3 ans, elles vont peut-être partir, et on ne va jamais pouvoir avoir la masse critique dans les instances de direction et dans le top management. J'adhère parfaitement à ces statistiques parce qu'on le voit concrètement au niveau des écoles d'ingénieurs. Quand je prends par exemple l'école d'ingénieurs, l'école Mohamedia des ingénieurs, on a plus de 50% de lauréates, c'est des femmes. Et même quand nous, on part recruter, quand on cherche les meilleurs des départements, les 20 premières, c'est des filles. Mais effectivement, et d'ailleurs même au niveau de nos recrutements, on recrute beaucoup de femmes, mais c'est là où il y a la bonne orientation qu'on doit avoir en matière vraiment de diversité, c'est de travailler surtout l'inclusion au niveau de nos entreprises. Parce que la diversité, oui, c'est une affaire de nombre et donc de recrutement, mais l'inclusion, c'est une affaire d'impact et de style de management. Donc par rapport, bien que notre secteur, le secteur minier, traditionnellement été associé à cette culture masculine, mais bon, il faut dire qu'on est fiers d'être à l'avant-garde depuis longtemps de ce changement positif envers la diversité et l'inclusion des femmes. Parce que tout simplement, ça fait partie de la raison d'être de notre entreprise. C'est pas un nice to have, c'est un must have. Et donc pour réaliser cette vision, c'était pour nous très important d'orienter notre organisation vers un style de management inclusif. C'est ce style de management inclusif qui a permis à notre groupe, qui est présent dans une dizaine de pays africains, et dans des sites, à travers des sites d'exploitation, dans des environnements complètement différents. C'est ce qui nous a permis justement d'être capables d'intégrer des compétences, quel que soit leur genre, leur nationalité, leur religion, parce que pour s'adapter à ces différents environnements, on est obligé d'encourager cette diversité. Et donc pour ce faire, d'abord, on a commencé par se fixer des objectifs très clairs en matière de diversité et d'inclusion. Mais fixer des objectifs, ce n'est pas suffisant. Et donc là, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une instance qui nous permet de formaliser la feuille de route en matière de diversité et d'inclusion et qui nous permet justement d'avoir toutes les actions nécessaires pour atteindre nos objectifs. Et de là, donc, on a créé le club Women Raise Up qui compte plus de 230 femmes collaboratrices de Managem. Le rôle de ce club, c'est de créer un environnement inclusif qui permet justement à cette diversité de s'exprimer de manière utile et de convertir tangiblement le management inclusif en efficacité opérationnelle sur le terrain. C'est-à-dire concrètement, c'est ce club qui participe avec la direction recrutement à tous les événements qu'organise Managem avec les universités, avec les écoles, pour d'abord bien présenter notre secteur minier, intéresser ces jeunes filles
à justement intégrer et leur donner, leur présenter des success stories qu'on a au niveau de Managem pour justement les encourager. Aussi en matière de formation et de sensibilisation, on insère, c'est ce club-là qui insiste pour insérer des programmes de formation pour les managers, hommes et femmes, en matière de sensibilité, en matière de diversité et d'inclusion. Et là aussi, on a des membres de ce club qui sont vraiment, qui ont un état d'esprit créatif. Donc, ils ont mis en place des concepts, de nouveaux concepts en matière d'inclusion sur le terrain, qu'ils ont à travers certaines initiatives, comme le Inspiring Women. Donc, on a invité l'année dernière plus d'une dizaine de figures vraiment féminines pour inspirer ces jeunes, c'est déjà les collaboratrices de Managem. Là aussi, on a mis par exemple le Women in Mining Awards, où on distribue chaque année plus de 8 prix justement pour mettre en avant les femmes, les collaboratrices qui se distinguent. Et l'année dernière, on a mis aussi le Managem Award Diversity. C'était aussi pour justement mettre en avant les managers ou les directions qui ont justement amélioré qui ont réussi en fait à améliorer leur KPI en matière de diversité et d'inclusion. Notre engagement aussi, il est très fort vis-à-vis de toutes les communes vraiment riveraines qui entourent les sites miniers où on opère, parce que pour nous c'est très important. Et pour ça, Managem a lancé, mais vraiment a mis en place un projet stratégique qui permet, qui encourage vraiment l'entrepreneuriat féminin dans le monde rural. Des femmes qui sont dans les communes, qui entourent nos sites d'exploitation. Et donc là, pour vous donner rapidement quelques chiffres, l'année dernière, en 2022, donc on a réussi à doubler le recrutement des femmes cadres. Parce que pour nous, c'est important, bon, comme je dis, la diversité, mais il fallait réussir à attirer ces femmes et à entrer dans ce secteur minier qui n'a pas, il faut dire, il n'est pas attirant. Hein. Une femme, il va aller vers une banque, il veut aller vers une industrie, à Casa, mais quand même pour nous, atteindre, par exemple, en 2022, on a atteint un taux de recrutement dans les femmes cadres autour de 20%. L'année 2022, on a réussi à promouvoir 20% des femmes cadres. Là aussi, pour nous, c'est un KPI qui est très important. C'est ce qui nous a permis d'atteindre un taux dont on est vraiment fier. C'est qu'on a maintenant un taux de 47% de femmes managers. Vraiment, bien sûr, dans la catégorie des cadres, entre responsables de service, chefs de département et tout. Au niveau du comité de direction, il y a 2 femmes. On est à 25%. On cible d'atteindre vraiment, bien sûr, la parité. Mais bon, dans un secteur comme le nôtre, le vrai défi, c'est de préparer ce vivier, parce que c'est ça qui va alimenter les autres instances de gouvernance. Merci beaucoup Nawal. Alors juste peut-être pour conclure, une dernière petite question et en fait un sujet d'ouverture peut-être au-delà de la charte et aussi en termes de best practice. On le voit, plusieurs entreprises aujourd'hui, et c'est aussi dans le sens de ce que vous avez cité, par exemple l'accès au marché public qui serait interdit pour les entreprises qui ont plus de 75% d'écart de salaire entre hommes et femmes. On voit aujourd'hui de plus en plus de grandes entreprises comme Goldman Sachs qui en janvier 2020 avait déclaré ne plus faire d'IPO pour des entreprises qui n'ont pas des femmes dans le top management. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement, Marie-Christine, Chiara, etc., est-ce que ça marche? Est-ce que ces outils-là, ou de mettre dans la policy en matière de procurement, etc., ces conditions d'avoir de la mixité, est-ce que ça marche dans les faits? Voilà. Alors, tout d'abord, il y a un constat. Il y a 244 millions de femmes qui sont propriétaires de leur entreprise dans le monde, donc à peu près 35%, et qui accèdent à moins de 1% des appels d'offres publics et privés dans le monde. Donc, c'est évidemment un sujet qu'il faut porter à l'attention pour alerter ceux qui décident, pour leur dire qu'il y a un problème économique. Je voulais juste quand même dire une chose. En fait, moi je suis d'accord avec vous à 100%, ce n'est pas les grands groupes seulement, c'est tous. Le problème, c'est que les lois commencent
toujours par les grands groupes, parce que c'est plus facile, parce qu'ils ont effectivement plus de ressources. Mais bien entendu, ce n'est pas du tout un bon stratagème. Ça, pardon, mais je tiens beaucoup à vous dire, moi je suis absolument pas d'accord. Et donc, en revenant aux appels d'offres, ça concerne surtout les petites et moyennes entreprises, parce que les tissus économiques des femmes dans le monde est plutôt niveau petites et moyennes entreprises dans tous les domaines. Et alors, si vous voyez comme sont conçus les appels d'offres, et ce n'est pas une caricature, pendant la période Trump, on avait analysé le budget de l'État américain. Il y avait à peu près 43% pour la sécurité, donc défense et ça, 35% pour les infrastructures, et puis pour le reste. Alors, vous comprenez bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises de femmes dans le secteur de la défense ou des infrastructures. Il n'y avait pratiquement rien pour la santé, pratiquement rien pour l'hospitalité, rien pour les services, etc. Donc, en pourcentage. Donc, vous voyez bien que déjà, comment on imagine les appels d'offres est extrêmement important. Alors que les appels d'offres, comme vous savez, sont pratiquement toujours faits par des équipes qui ne sont pas mixtes. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les femmes ne vont pas sur les appels d'offres. C'est-à-dire, c'est pas qu'elles ne sont pas, elles ne gagnent pas, c'est qu'elles n'y vont pas. Elles ne présentent pas. Pour une raison très simple, et ça c'est dans tous les pays du monde, c'est qu'en fait, ils disent, nous ne connaissons pas les codes, nous ne savons pas comment ça fonctionne, c'est trop compliqué pour moi, ça demande trop de ressources pour essayer de voir comment faire. Et puis, bien entendu aussi, ils se disent, de toute façon, j'y arriverai jamais. Et alors, j'ai une anecdote qui n'est pas politiquement correcte, mais qui est vraie à 100%, c'est que quand j'organisais un grand forum au Mexique, je parlais avec la ministre de l'économie qui venait d'arriver et qui avait envie de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. J'ai dit, écoutez, voilà, vous avez une cible toute faite, c'est les entreprises qui n'accèdent pas aux appels d'offres. Elle m'a dit avec des grands yeux bleus, c'est authentique, mais Chiara, les femmes ne corrompent pas. Mais pour elle, c'était une question d'enveloppe. Mais derrière, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un système auquel elles ne sont pas habituées. Donc, elles n'y vont pas. Alors, comment faire pour encourager les femmes à y aller, à part la formation, etc. Alors, il y a toute une série d'associations internationales, dont WeConnect, qui fait un travail formidable. Mais il faut voir comment trouver une solution. Alors, il y a certains pays, notamment de droit anglo-saxon, où on peut faire une discrimination positive pour les femmes. Moi, je suis contre, mais alors là, contre quota, dans ces cas-là, non, parce que je considère que l'unique critère doit rester le prix et la qualité. Il n'y a aucune raison qu'une femme ne puisse pas présenter un produit dans la chaîne d'approvisionnement qui soit correspondante aux critères qui sont voulus. Et donc, en fait, l'idée nous est venue, après avoir travaillé beaucoup, et ça, c'était pendant le G20, donc vous me parlez des success stories, de travailler avec le gouvernement Draghi dans un moment de la relance. Et on regardait, vous savez, beaucoup d'entreprises italiennes dans l'hospitalité, dans le tourisme. C'est souvent aussi un tissu semblable à celui du Maroc ou de la Tunisie, où il y a beaucoup de petites entreprises et qui n'ont pas eu d'aide parce qu'ils étaient démunis, en fait, ils ne savaient pas comment faire là aussi pour obtenir des aides du gouvernement. Et donc, qui ont beaucoup souffert et qui ont mis la clé sous la porte. Et donc, dans l'idée, c'était de voir comment, par les appels d'offres, et aussi permettre à ces entreprises de trouver des financements. Je vous donne juste un exemple. En Italie, le budget de l'État, je ne parle pas celui des régions, est à peu près 25% dédié aux appels d'offres. En moyenne, dans les pays du G7, c'est entre 15 et 30%. Donc, vous voyez les quantité, la masse des capitaux dont on parle et qui ne vont pas aux entreprises portées par des femmes. Donc là aussi, c'est du gaspillage. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? On essaie de voir comment, sans faire quelque chose de discriminant et qui reste quelque chose qui soit correct, pouvoir inciter les femmes à y aller. Et on a trouvé quelque chose de tout à fait simple, c'est-à-dire de donner des points supplémentaires, des extra rewards, aux entreprises qui respectent l'égalité salariale, c'est dans la loi, qui respectent la promotion dans les carrières des femmes et des hommes, qui recrutent de façon égalitaire et qui créent ou s'efforcent de créer un environnement favorable pour que les femmes puissent travailler dans l'entreprise. Tout ça, c'est dans la loi. Et d'exclure, et je suis très contente, c'est pour ça que j'ai dit Madame Borne, parce qu'on a travaillé là-dessus, et d'exclure les entreprises qui ne respectent pas la loi. Et depuis hier, c'était fait annoncer en France, et je suis très heureuse que ça ait été fait. En Italie, cette loi a été faite comme une loi de simplification administrative. Donc ce n'est pas une loi des femmes, c'est l'article 47 dans une loi générale des finances, de simplification, et elle dit tout cela, et ça a été fait donc il y a 1 an et demi, donc on n'a pas encore le succès, mais c'est que certain
c'est qu'on voit beaucoup plus de femmes qui se disent « on nous attend, je m'échange, je peux y aller ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de porter au niveau du G7. J'ai eu la chance de pouvoir le présenter en tête-à-tête pendant 10 minutes au chancelier Scholz au début du mois de décembre. Et là aussi, les tissus économique allemand se prête beaucoup à ça. Et lui, il est tombé des nues. Il a dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, les chiffres sont là. Personne ne croit quand on dénonce les nombres. Donc, je crois déjà être conscient de cela. Et puis, puisqu'on parle toujours de performance, les entreprises, 34% des entreprises l'année dernière qui ont diversifié leur supply chain ont eu des résultats bien supérieurs à ceux de l'année précédente. Donc, une fois de plus, c'est du business. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui pourrait, dans votre charte, être intégré d'une façon ou d'une autre, pas de façon obligatoire, mais d'avoir à l'esprit qu'on peut encourager les femmes à aller dans les appels d'offres, parce qu'il y a, dans la valutation générale, il y a une prise en compte de ceux qui respectent les critères d'égalité du par la loi. Donc, vous le mettez dans la charte. Donc, vous le mettez dans la charte. Oui, juste pour compléter ce qui a été dit fort brillamment par Chiara, je pense que ce dont on est en train de parler, c'est peut-être la question que vous êtes en train de vous poser aujourd'hui, c'est quel équilibre trouver entre la contrainte et la pédagogie. Moi, je pense qu'il faut vraiment les deux, c'est-à-dire qu'on n'arrive à rien uniquement avec de la pédagogie, on n'arrive à rien uniquement avec de la contrainte, parce que là, ce sont des levées de boucliers, ce sont des crispations, donc il faut vraiment trouver le bon mélange. J'aimerais être d'accord avec vous sur le fait que démontrer le lien entre mixité et performance est un facteur convaincant. Je crains que je ne suis pas d'accord, parce que je l'ai vu à l'œuvre. Il y a des patrons, finalement, ceux qui ont ou des patronnes qui ont une croissance à 2 chiffres, le lien entre mixité et performance, je dis, bon, moi, ça va déjà très bien, enfin, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, je l'ai vu en réalité. Et donc, ça peut changer, mais il faut souvent jouer sur les 3 piliers, c'est-à-dire performance, éthique, justice, parce qu'il y a peut-être des patrons qui seront plus sensibles à l'argument de justice ou d'éthique si déjà les chiffres sont très bons, et parce qu'on a cette expérience qui a été faite en France chez Sodexo, enfin France et Monde, cette fameuse étude qui a démontré, donc Sodexo, 450 000 personnes, une expérience qui a été menée sur 50 000 personnes, où on a comparé les équipes mixtes et les équipes non mixtes, les performances des équipes mixtes et non mixtes. Non mixtes étant une équipe où il y a un genre qui est représenté à plus de 60%. Eh bien, tous les KPI sont bien supérieurs pour les équipes mixtes, c'est-à-dire en tant que rétention client, turnover, et même les chiffres de performance, de rentabilité, tous les facteurs sont bien plus positifs. Alors c'est vrai que ça a marché chez Sodexo, c'est-à-dire à l'époque Michel Landel, qui était le directeur général et qui est le parrain de l'Observatoire et qui est un homme extrêmement engagé, a montré ça, et effectivement ça a convaincu à l'intérieur de Sodexo, donc ça a été facile pour lui, mais c'est une étude qu'on regarde poliment. Je ne sais pas, tu la connais aussi, Chiara, on la regarde poliment, mais je trouve que c'est pas ça qui convainc vraiment. Ce qui va convaincre, c'est alors à la fois la pédagogie, comprendre les stéréotypes, les biais, comprendre tout ce dont on a déjà parlé, les différences, et puis la contrainte. Alors pour revenir aux appels d'offres, nous, c'est simple, chez Mazars, ça fonctionne parce que une équipe qui va chez un client et qui serait uniquement composée d'hommes, ça ne passe plus. Ça ne passe plus chez les clients, ce qui fait que ça fait un moteur assez sain en interne. C'est un peu, au début, on se dit, bon, c'est rigolo, c'est votre seule raison. Non, c'est pas la seule raison, mais n'empêche que cette raison-là, elle fonctionne parce qu'on sait qu'il n'y a plus cette tolérance qu'il y avait auparavant à quel type d'équipe on envoie. Alors évidemment, là je parle des services, ça fonctionne pour toutes les sociétés de conseil.
Et puis il y a aussi cette idée que maintenant, on ne peut participer à un appel d'offres que si on a un chapitre dans la production annuelle de l'entreprise, dans tous les chapitres concernés, etc. Et ça fonctionne évidemment très bien. Donc vraiment trouver ce mix et trouver le moment aussi, comme vous êtes en train de le faire, où il faudra peut-être ou pas passer à la contrainte, mais là où je vous rejoins, c'est que moi, les quotas, j'aime pas ça du tout. Je suis contre, mais voilà, il se trouve que c'est quand même ce qu'on a, c'est la seule méthode qu'on a trouvée en France pour faire avancer les choses. Est-ce qu'on ouvre... En fait, je sais qu'il se fait tard, donc il y a deux options. Il y a monsieur qui veut parler. Ok, donc on va d'abord ouvrir... Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Radia m'a invité pour cette magnifique soirée. Merci pour les panélistes, très brillants et avec cet échange d'expérience. Je me présente, Mohamed El Bouhmadi. Je suis pharmacien, je suis président de la Fédération marocaine de l'industrie pharmaceutique. Je voudrais juste vous apporter une petite précision. Je suis arrivé légèrement en retard, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ce sujet, mais dans la charte d'investissement actuelle, il y a un certain nombre d'incitations à l'investissement. Donc, il y a d'abord, on doit investir dans un secteur stratégique, comme la pharmacie, comme l'énergie propre, etc. Il y a la région, puis après, il y a la création d'emplois, puis après, il y a la parité du genre au Maroc. Donc ça, c'est un critère qui est sorti cette année dans la charte, donc ça encourage l'investissement. Dans la pharmacie, nous avons la chance d'avoir un métier de femme. Sincèrement, je vais être honnête avec vous, je me suis posé la question combien j'ai de femmes et d'hommes dans mon entreprise au moment où j'étais invité. C'est une question à laquelle il ne m'est jamais passé à la tête de poser cette question. Et donc, dans mon comité de direction, on a exactement la parité, mais je ne l'ai pas fait exprès. Dans l'entreprise, on a une majorité de femmes que d'hommes. Simplement parce que, comme vous, on n'a jamais réfléchi à choisir un homme ou une femme. Quand on voit un candidat, on voit d'abord le profil, la compétence, sincèrement, abstraction du genre. Et donc, c'est une question pour nous qui est, à la limite, qui ne se pose pas. Ensuite, au niveau de la Fédération marocaine de l'industrie pharmaceutique, pareil, dans le bureau, on a exactement la parité, mais cette fois-ci, on l'a fait exprès parce que c'était devenu d'actualité. Voilà, merci. Et puis j'ai aussi un problème dont je viens de me rappeler, c'est qu'au Maroc, on a un problème avec la fuite des cadres femmes. Toutes les jeunes filles qui font des grandes écoles, rarement ils rentrent au Maroc. Rarement. Et donc même si on veut des compétences, on ne les trouve pas parce que les jeunes femmes marocaines, ils sont peut-être plus à l'aise à vivre à l'étranger qu'au Maroc. Et donc ils ne rentrent plus. Voilà. Merci, merci d'abord à nos panélistes, merci pour tous vos insights, merci pour votre écoute, merci pour votre patience. Je voulais vous d'abord réinsister sur le fait que l'année prochaine, on aura des awards pour les bons élèves de la charte. Ça, c'est important de le mentionner. Et puis, on va passer à la signature de la charte du genre avec certaines entreprises. Mais comme il se fait tard, je propose qu'on ouvre aussi le cocktail, qui est au -1, au niveau de, -1, intérieur et terrasse, me dit-on. Et en parallèle, on procédera à la signature de la charte avec certaines entreprises. Voilà, merci encore.
l'organisation, c'est super. Entendez les commentaires. Ah oui, c'était